Ce sont les pyramides. Ces deux choses-là. Chaque bâtiment célèbre des pays étrangers est construit ici. C'est pourquoi on l'appelle le parc des 1000 pays. Avec le train, si tu veux aller quelque part, tu y vas. Chengdu, Shanghai, Guangzhou, on peut y aller. 5 lacs, 4 mers. D'ici, on peut aller aux 4 coins du monde. D'ici, nous sommes reliés à tout, dans toutes les directions. Aller là-bas, se voir là-bas, là où on n'est pas. Qui n'a jamais rêvé d'être à la fois ici et ailleurs? Comme face à un miroir qui ne renverrait pas tout à fait la même image, qui ne raconterait pas la même histoire. Et si on pouvait explorer le monde à travers sa copie? L'endroit où j'ai grandi est juste là. Avant, il n'y avait que des champs ici. Je suis le gardien de la tour. Cette tour penche légèrement. Elle est plus droite désormais. Une fois, ils ont voulu la démonter en morceaux. Mais les habitants se sont battus pour la garder. Ils ont dû la remonter. Je la vois tous les jours. Elle n'a rien de beau. Ceux qui l'ont jamais vue la trouvent belle. Moi, j'y vois rien d'intéressant. C'est presque comme à l'étranger ici. Ici, nous avons une tour de 108 mètres. Elle est semblable à la tour Eiffel française. Elle a été construite à l'échelle 1 pour 3. Allons faire un tour pour vous présenter brièvement Tianducheng. Aujourd'hui, la Cité du Ciel, c'est près de 10 000 habitations qu'on a commencé à construire en 2002. Et puis, Où allons-nous? tourner sur les Champs-Élysées. Allons voir l'appartement témoin. Allons-y. Vous aurez l'impression de vivre dans une utopie. Oui, cet endroit vous rendra calme et paisible. Allons voir la salle à manger. Qu'est-ce que c'est? Une table. Qu'est-ce que c'est? Une fourchette. Un couteau. Oui, un couteau. Une fourchette. Il existe des répliques, des villes jumelles, dispersées dans plusieurs endroits du globe. Des fragments de villes, des monuments ou des totems qui en reflètent d'autres. À la fois partout et nulle part.
Un peu comme si les quatre coins du monde s'étaient repliés au même endroit. La Chine n'est pas la première à recopier l'architecture d'autres pays, mais elle a rompu avec toutes les lois de la physique. En s'ouvrant au monde, la Chine a connu une explosion urbaine sans équivalent dans l'histoire. Elle a fait surgir de terre ces gratte-ciels anonymes, si semblables les uns aux autres, qu'on finit par les confondre. Les promoteurs immobiliers se sont alors mis à chercher une manière de différencier ces constructions. Et ils ont fait appel à des architectes étrangers en fonction de leur pays d'origine pour concevoir chacune de ces villes. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert le projet intitulé « Une ville et 9 villages », visant à bâtir 10 cités autour de Shanghai, chacune dans un style européen différent. Il devait y avoir un village allemand, un village anglais, un espagnol, un italien et un village hollandais. C'est cela qui m'a poussé à chercher à comprendre qui faisait construire ces répliques d'architecture. Quels étaient leurs buts? Qui viendrait y vivre? Il est virtuellement possible de voir le monde sans jamais quitter Shanghai. Vous pouvez passer la matinée au village hollandais, l'après-midi dans une ville allemande, avant de revenir au centre pour finir la journée autour d'une bonne assiette de raviolis à la vapeur. C'est comme si on pouvait se faire livrer le monde à sa porte. L'Empire du Milieu tient son nom d'une idée prémoderne qui place la Chine au centre du monde. Mais plus récemment, la Chine s'est transformée en un centre qui contient le monde. Pour certains, la vogue des copies d'architecture est une forme d'autocolonisation, un hommage de la Chine à l'Occident. Mais parfois, imiter n'est pas flatté. Je dirais qu'en recopiant Paris, la Chine ne rend pas hommage à la France, mais aux accomplissements de la Chine, à son nouveau rôle dans le monde. Je pense que différents pays et cultures ne copient pas pour les mêmes raisons. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, en y regardant de plus près, tous les pays ont leur propre histoire d'amour avec les copies. Comme s'il y avait quelque chose dans notre ADN qui nous poussait à copier. Moi, je suis Père Stanislas Kuza, directeur de la basilique.
Pour nous, c'est une grande joie de vous recevoir ici, en cette basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix d'Yamoussoukro. L'architecte Pierre Fakouri, il est d'origine libanaise, mais il était né à Abidjan. Et voilà, c'est à lui que le président Houphouët-Boigny confia la charge de s'inspirer de la symbolique dans la portaise et basilique Saint-Pierre de Rome. Ça, c'est le vitrail signature. Quand vous regardez bien, monsieur avec les mêmes joints en bas de Jésus, c'est le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il faut dire que la basilique a été construite pendant 3 ans. Alors, quand ils ont commencé les chantiers, jour et nuit, ils ont travaillé. Le président Houphouët, il n'a pas voulu qu'on sache combien ça coûtait. Il dit qu'il ne faut pas compter ce qu'on donne à Dieu. Et en plus, il disait, si j'avais plus de moyens, j'aurais pu faire quelque chose de plus beau encore. Dans l'ensemble, il y a environ 5 millions de couleurs. Et au milieu, vous voyez une copie de la statue que vous pouvez trouver à la basilique Saint-Marie-Majeure à Rome. Mais c'est une copie renversée, parce que là-bas, à Rome, la Vierge Marie saluait avec la main gauche, ici avec la main droite. Parce qu'ici en Afrique, c'est pas bien de saluer quelqu'un avec la main gauche. À cause de ça, ils ont adapté tout cela. 12 colonnes comme ça, et le creuse dedans. Et au niveau de la basilique, nous avons 4 ascenseurs. Venez. Ici, nous avons la comparaison entre la basilique Saint-Pierre de Rome et la basilique d'Yamoussoukro. Saint-Pierre de Rome est la plus basse. La basilique d'Yamoussoukro, c'est la plus haute église dans le monde. Et s'il s'agit de la coupole, c'est la plus grande coupole dans le monde. Dans le livre de Guinness, c'est écrit même. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Peut-être que du point de vue architectural, il y a des similitudes, mais personnellement, quand j'entre dans la basilique Notre-Dame de la Paix, je ne me sens pas à Saint-Pierre de Rome. Parce que cette basilique a une autre histoire. Chaque lieu de culte est influencé par la manière dont les peuples expriment leur culture. À l'origine, la basilique a été critiquée parce qu'on estimait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne pouvait pas se permettre, étant donné le coût de la construction, un tel édifice. Et que les Africains avaient besoin de choses comme la nourriture, manger à leur faim, subvenir à les besoins matériels de base, avant de songer à faire construire une œuvre d'art d'une telle envergure. Les critiques qui nous viennent de l'extérieur, particulièrement des pays européens, moi je les trouve un peu sans fondement, parce que à l'époque où se construisait le château de Versailles, bon, je ne sais pas si tous les Français mangeaient leur faim. Au moment où la Côte d'Ivoire accédait à l'indépendance en 1960, on sortait bien sûr du régime colonial. C'est une trace que le président Houphouët-Boigny a voulu laisser, je pense. On marque son époque justement par l'architecture, un petit peu, ça reste. Pensez à Louis XIV, pensez plus proche de nous à Mitterrand. On se rappelle de la pyramide du Louvre, on se rappelle de tout ce qu'il a construit. Je pense qu'il a dû avoir une vision, c'est-à-dire montrer ce qu'un Africain peut faire. Et en même temps,
se projeter dans le futur. Une ville nouvelle qui permet d'entrer dans le 21e siècle. L'Afrique, c'est d'abord le berceau de l'humanité. Je pense que l'Afrique sera la terre de réconciliation des peuples. S'il y avait des problèmes pour la chrétienté, il y a un terrain de repli en quelque sorte, ici déjà. C'est la maison papale. Et cette maison a été construite pour recevoir le pape et sa suite. Et s'il y a quelqu'un qui est envoyé par le pape comme délégué du pape, à ce moment-là, il a le droit de loger dans la chambre du pape. Voilà. La chambre du pape. Voilà. Choc, non? Il est venu ici, c'est ici qu'il était logé et qu'il était reçu. Moi, je suis d'origine polonaise. J'ai passé en Côte d'Ivoire 24 ans. Je suis arrivé au mois d'octobre 1993. Et je suis venu à la basilique, j'ai déposé mes bagages. Et au début, pendant 2 mois, je suis parti au nord du pays, à côté de Korogo, en à pied. C'est pour connaître un peu l'Afrique. Parce que quand même, quand vous constatez ici, la situation est un peu différente que dans les villages, etc. C'est pour m'habituer aussi aux Africains à être avec eux. Des pagnes comme ça, ce sont des cadeaux que les gens me font. Ça personnellement, ça j'ai payé, mais il y a les autres que les gens font cadeau. Ils sont contents quand je porte ce qu'ils m'ont donné. En 2001, j'ai été contacté par les services d'urbanisme de la ville de Shanghai. Ils voulaient construire dans la ville un quartier typiquement anglais. Je leur ai demandé ce qu'ils entendaient par là. Je n'ai pas vraiment eu de réponse claire. Mais j'ai compris qu'ils voulaient imiter un modèle de style très anglais. Parce que la Chine est si loin de tout, plein de gens d'ici n'auront jamais la chance de pouvoir partir pour voyager ailleurs. C'est un substitut au voyage. Quand j'ai découvert que l'architecture de Thamestown était une parfaite imitation de nombreux bâtiments autour de Bristol et d'autres villes d'Angleterre, j'ai ressenti une forme de honte. Je n'y étais pas allé directement, mais c'était bien mon plan d'urbanisme. Et ça allait contre toutes mes convictions. Franchement, je ne pense pas que nous devrions copier le style anglais, français ou quel qu'il soit, et le transplanter dans un autre pays. Mais maintenant, 10 ans ont passé, des gens se sont installés ici et je me dis, est-ce que cela importe tant ?
On peut entendre tout près le bruit d'enfants qui courent, c'est agréable. En étant assis ici sur une petite place avec des enfants qui jouent derrière moi, des gens qui vont et viennent entre leurs maisons, les boutiques, les écoles, on peut sentir qu'il y a ici une sorte de communauté. J'aime beaucoup regarder les gens utiliser ces lieux, car en fait, ils ont fini par oublier l'architecture. Si vous interrogez les habitants sur cette architecture, ils vous diront qu'ils n'y pensent probablement même pas. Cet endroit est bien réel pour les habitants. Je vois bien la réalité de ces lieux. Il n'y a rien d'irréel ici. Tout est bien réel, mais aussi en partie réellement faux. En déambulant ici, on a l'impression d'être dans une sorte de rêve. Quand vous rêvez, les images qui vous viennent à l'esprit ne sont jamais 100% réelles. Même les couleurs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les rêves n'ont pas de rebord. Ce sont des images mouvantes et changeantes, composées de fragments d'expérience. L'encadrement de la porte est déjà fait, mais nous ne sommes pas certains qu'elle corresponde à vos normes. La décoration d'intérieur est terminée? Presque. Je vais ouvrir la porte, vous en jugerez par vous-même. Ok. Voilà ce qui sera la classe bilingue de la crèche. En tant que mère de 2 enfants, l'éducation est quelque chose de très important pour moi. Ce filet de pêche est notre décoration de plafond, parce qu'on fournira surtout une éducation bilingue. Nous voulions avoir une déco à thème international. Nous pendrons les drapeaux de différents pays au filet. Pour ouvrir un centre éducatif, la sécurité des enfants passe avant tout. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire de notre part, ici à Tianjuncheng, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. On ira jouer chez tonton plus tard, ça te dit? Voyons qui court le plus vite. Sois prudent, attention. Quand on aura un cerf-volant, on pourra revenir ici le faire voler. Ton épée va casser. D'accord. La compagnie a commencé le chantier quand j'étais à l'université. Une fois là, j'ai été fascinée par l'architecture française et par la Tour Eiffel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter ma nouvelle maison ici. Merci. C'est pour toi. Merci. En fait, j'ai divorcé l'an passé. Mais je me suis battue pour avoir la garde de mes enfants. Parce que je crois que les enfants devraient avoir une bonne éducation.
En Chine, il y a beaucoup de citoyens qui ont un esprit traditionnaliste auquel je n'adhère pas vraiment, comme sur le mode de vie et notre rapport aux autres. Je ne veux pas que mes enfants soient comme ça. J'espère qu'un jour, ils prendront un sac à dos pour voir le monde et vivre leur vie. Pour moi, c'est le sens de l'existence humaine. Pour nous autres habitants, ce n'est pas grave que la tour Eiffel ou l'avenue des Champs-Élysées ne soient pas réelles. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait une tour qui soit l'âme de Tianducheng. Je ne pense pas que l'architecture puisse influencer les gens. Mais les gens transforment l'architecture. Ici, cela ressemble à Paris, mais les gens d'ici, leurs habitudes n'ont rien à voir avec Paris. Le type de géographie que je pratique s'appelle de la géographie culturelle. Donc ça veut dire que je ne travaille pas vraiment sur une sorte de monde objectif dont on chercherait à avoir la connaissance la plus précise possible, mais je travaille plutôt sur les imaginaires géographiques. C'est-à-dire la façon dont on conçoit le monde, la façon dont on le rêve, la façon dont on le cauchemarde parfois. Je dirais que l'hypothèse de base de la géographie culturelle telle que je la pratique, c'est que le monde est pour partie le résultat ou le produit de nos imaginaires. On a fait des sortes de parcs à thème chinois dans les expositions universelles, en Europe mais aussi bien aux États-Unis, entre 1867, la première à Paris, et puis dans les années 1915-1930 aux États-Unis, il y avait souvent un quartier chinois. On se reconnaît à soi-même un droit de faire des simulacres, et on a fait beaucoup de simulacres en Europe, on continue à en faire, et ça on trouve ça assez normal. Mais quand les autres font des simulacres, et en particulier quand ces simulacres sont des simulacres de nous-mêmes, c'est-à-dire quand ce sont des simulacres de villes ou de paysages européens, là on trouve qu'on pousse le bouchon un peu trop loin. La présence de ces répliques nous oblige à questionner le monde d'une autre façon et à accepter l'idée que les lieux peuvent exister à différents niveaux. Ce qui caractérise un simulacre, c'est qu'il est à la fois ici et ailleurs. Il renvoie à un espace différent, un espace qui est lointain et peut-être même un espace qui n'existe pas. Qui n'existe que dans notre imaginaire, et après tout, existe dans l'imaginaire, c'est déjà existé.
Cette idée qu'on fabrique autour de nous des mondes fictifs, je crois qu'elle est consubstantielle au projet d'habiter le monde, et peut-être même que le projet architectural a quelque chose à voir avec notre volonté d'habiter dans une autre version du monde. Le Taj Mahal. Mon frère l'a fait construire par amour pour sa femme, car il aime sa femme. Il aimait beaucoup sa femme. Il a commencé la construction après le décès de sa femme. Elle est enterrée là et il a prévu un endroit pour lui-même. Pour l'instant, il est incomplet. Il faut encore mettre des pierres et tout. Il est en train de réfléchir. Il n'a plus de revenus. Allez, je vous montre celle-ci. C'est le Taj Mahal. Il y a cette photo et puis celle-ci. Quand ma femme n'a pas eu d'enfant, elle m'a dit, après mon décès, personne ne se souviendra de moi. Je lui ai dit, si tu meurs avant moi, je ferai construire un mausolée dont tout le monde se souviendra pendant des années. Je ne peux pas le faire comme l'autre et faire venir des pierres pareilles. Je ne peux pas faire des mosaïques, on n'a pas de tels ouvriers. Mais vous voyez ce plâtre qu'on utilise, il tombe après quelques jours. Mais si on met des pierres, il survivra quelque temps, il ne tombera pas, il ne sera pas dégradé. Maintenant, mon but, c'est qu'il survive 100 à 150 ans, c'est tout. S'il survit encore plus, ce sera encore mieux. उसका यहाँ क्रॉस नहीं है गाड़ी का। ना भाई, अरे रे। Ce marbre, c'est trop cher. Vous voyez, comme ça. Il faudra les mettre debout? On les installe comme ça, debout. Ok. Alors il faut que ce soit long de 2 mètres. Et à l'intérieur, on va mettre de la terre. Ok. Et c'est comme ça que le tombeau sera fait. Et dessus? Dessus, rien. En haut, on va le remplir avec de la terre. Ça va rester comme ça? C'est plutôt pour la partie dessous. On va laisser l'endroit vide. Et puis le tombeau sera prêt. D'accord. Je sais très bien que Shah Jahan était un empereur et sa femme était son impératrice.
Je ne peux pas m'habiller comme lui. Je ne peux pas dépenser comme lui. Mais moi, j'ai fait sa copie. J'ai fait ma propre copie. Parce que j'aime ma femme de la même façon que lui aimait la sienne. Ce n'est pas le Taj Mahal ou le Taj Mahal, c'est un souvenir d'amour, un palais de l'amour. C'est mon amante qui dort là, paisiblement. De la nature, on a emmené ma fleur ici. J'espère une fois que c'est achevé que je ne vive pas un jour de plus. Quand je demande à Allah qu'il me laisse en vie, c'est seulement jusqu'à la fin des travaux. यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना Attendez, venez un peu par ici. Ok, attention. Ok, très bien. Approchez-vous, s'il vous plaît. Oui. Souriez. Voilà, très bien. Oui, c'est bien. Ok. Je suis photographe. Je couvre surtout des mariages et ça fait 13 ans que je travaille dans cette activité. J'ai commencé quand j'avais 16 ans à prendre des photos. J'ai pris des photos de mariage pour plus de 2000 couples. Vous vous mariez en juillet, c'est bien ça? Fêterez-vous votre mariage chez vous ou à l'hôtel? À la maison. Le mariage va durer 3 jours. 3 jours? Oui. Comment un mariage peut durer 3 jours? C'est trop long pour que la fête se tienne dans un hôtel. Je n'ai jamais été sur ce pont. Moi, oui. Je n'ai jamais vu ces photos, mais j'ai vu beaucoup de ponts semblables. Est-ce que ça ressemble au Garden Bridge de Shanghai? Non. Ça ressemble au pont de Londres, bien que ce soit une version miniature. Mais ils ont la même apparence. Se ressemble-t-il? Le Garden Bridge de Shanghai est un pont en acier. Est-ce que le pont de Londres est en bois? Je ne pense pas. Il est conçu spécialement pour prendre des photos? En fait, ce n'était pas l'intention de départ. Personne n'avait prévu que tant de gens viendraient s'y prendre en photo. Les gens viennent pour leurs photos de mariage. Beaucoup font semblant d'être à Londres. Quelle est votre pointure? Essayez-les. Je l'ai acheté à Dubaï, spécialement pour elle. C'est très léger. Oui. Pourquoi ne pas l'essayer? Je peux? Voici l'illusion. Vraiment? Beauté, faites ressortir votre ventre et levez le menton.
Monsieur, rapprochez-vous d'elle. Très bien, enlacez-vous. Fermez vos yeux et souriez. Oui, oui, c'est très bien. Monsieur, embrassez-la. 1, 2, 3. Sœurette, à quoi tu penses là? J'ai froid. Installez-vous là. Enlevez le parapluie. Voilà, c'est bien. Je suis né à la campagne, l'une des plus pauvres de Chine. Dans notre monde à nous, on n'a pas coutume de prendre des photos. Prendre des photos, c'est pour les riches. C'est une sorte de luxe. Je n'ai qu'une seule photo de moi avant mes 16 ans. Auparavant, je prenais simplement des photos sans trop réfléchir à leur conception. Mais j'ai découvert que chaque photo a son histoire et ses émotions. Chaque personne est unique. Je pense que le pont joue un rôle important. Il peut aider beaucoup de jeunes à réaliser leurs rêves. Beaucoup de gens souhaitent parcourir le monde pour prendre des photos. Mais leurs finances ne leur permettent pas de réaliser ce rêve. Et ici, ils peuvent obtenir cet effet sans aller trop loin. Beaucoup de gens l'appellent le pont miroir. Parce que son apparence est similaire à la célèbre construction londonienne. Alors peut-être que pont miroir signifie le reflet du pont de Londres. En fait, prendre des photos près du London Tower Bridge, c'est comme capturer un souvenir. Le souvenir d'un voyage qui n'a jamais eu lieu. Si on a envie d'aller à Venise, d'aller à New York ou d'aller voir les pyramides, c'est parce qu'on les a déjà vues quelque part, sur une gravure, une peinture, dans un film. On les a vues en représentation avant de les voir en vrai. Je ne pense pas qu'il y ait comme une ville originelle, une ville première, une ville authentique qui serait une ville d'avant le simulacre, une ville d'avant la représentation, et qu'on pourrait détacher des simulacres. Je ne crois pas qu'il existe un monde plus authentique ou un monde qui ne soit pas une copie. Et donc ces simulacres, ils dénoncent le fait que partout, on vit un peu dans un rêve, on vit un peu dans une copie, on vit un peu dans une représentation. Et qu'il ne faut pas se leurrer sur l'authenticité du monde dans lequel on vit. On a un gros problème. Il manque le drapeau chinois.
Tianjin a été conçu par un designer français, selon la culture française. Nous, les Chinois, nous accueillons cette culture du fond de notre cœur. Cela reflète l'harmonieuse intégration des cultures chinoises et occidentales. Cette ville est une anticipation de la direction prise par le XXIe siècle, la mondialisation. Selon moi, la culture n'est pas définie par un pays ou une nationalité. La culture appartient aux citoyens du monde entier. La tour Eiffel peut appartenir à la Chine et la Grande Muraille revenir à la France. Les pyramides, elles, appartiennent à l'humanité entière. Je suis un philosophe et j'enquête sur la théorie des mondes parallèles. Les mondes parallèles sont en vérité en lien avec les boules tai chi. Pour le dire simplement, il pourrait y avoir un monde réel et un faux monde. Vrai ou faux? Vous êtes assis là. Ça, c'est réel. Toutefois, avec la philosophie, je peux aussi dire que vous êtes faux. Pourquoi? Souffle, esprit, corps. Est-ce vraiment vous? Mirage ou réalité? La copie s'installe dans le paysage et finit par devenir un original. Elle voudrait avoir sa propre histoire, traverser les siècles, pour enfin être autre chose. Se voir comme un autre et mieux devenir soi-même. Délégation. Bonne arrivée, toutes les délégations. Voilà, je passe comme ça, ok, voilà. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un grand pèlerinage national à l'occasion
des jubilés extraordinaires de la miséricorde divine. Nous avons pris la disposition pour accueillir environ 120 000 personnes. Quand même, je commence à être content, car je vois beaucoup de cars qui sont déjà garés. Et ça, c'est que le commencement de l'arrivage des pèlerins. La première fois quand j'ai vu Basilique, c'était... On ne croyait pas vraiment que quelque chose comme ça peut exister. Avec le temps, la basilique, elle s'intégrait dans le cœur des Ivoiriens. C'est devenu quelque chose où ils retrouvent aussi son identité. Moi, je suis attaché à la basilique, et c'est vrai, je suis attaché de certaine manière par la force des choses. Au début, j'ai fait attention pour ne pas être polonais en Côte d'Ivoire, de ce côté. Et je me sens comme je suis. Et je ne peux pas dire que je suis ivoirien, mais ivoirisé, disons, de ce côté. Dès que j'ouvre la bouche ou je pose certains gestes, les gens sont surpris. Ils ne sont pas habitués à voir un blanc qui se comporte comme un noir. Alors, quelquefois, les gens ils disent que c'est un faux blanc. Maintenant, je n'ai pas besoin de me faire attention, mais au début, je faisais attention de ne pas imposer quelque chose. Avec le bagage que moi je suis venu. Plutôt, ce que j'ai dans moi comme ce bagage, pour que ça influence positivement l'entourage où je suis. खुशबू जैसी